Bienvenue à la troisième sortie de l'émission Université et Développement. Pour cette troisième sortie de l'émission, j'ai le plaisir d'accueillir dans nos studios, un grand danseur de Manque, un notable de la ville de Jérémie. Il s'agit d'un personnage que le grand nombre connaît comme le directeur de l'Alliance française et comme médecin. Mais pourtant, il est un écrivain. Et je dois le dire, c'est comme écrivain que je l'ai connu depuis Port-au-Prince. Quand je suis venu travailler à Jérémie, j'ai découvert l'écrivain avec plus toutes ses potentialités. Et j'ai lu ses œuvres. Il s'agit de Evans Reich, que l'on connaît comme étant le directeur de l'Alliance française et qui est depuis cette année le doyen de la faculté économie et gestion de l'Université publique de la Grande-Anse. L'écrivain Evans Reich a publié plusieurs ouvrages, parmi lesquels on peut citer Boulevari et je ne savais pas que la vie serait si longue après la mort, qui est un recueil de nouvelles publié aux éditions Mémoires d'Encrier en 2012 et en 2012. Ensuite, il a publié Le Trou du Voyeur, un roman que j'ai lu et que j'ai beaucoup apprécié, qui est un recueil de nouvelles publié en 2013 et qui a été couronné prix Henri Deschamps en 2013. Ensuite, il a publié Les Brasseurs de la Ville, encore un autre livre de lui que j'ai lu, publié aux éditions Mémoires d'Encrier en 2014 et réédité en 2015 aux éditions Philippe Rey. En 2022, il a publié un livre qui est une sorte d'hommage à sa mère, intitulé « Je vivrai d'amour pour toi ». Evans Reich a aussi des contributions. Il a participé à des ouvrages collectifs tels que « Hommage à Marie Vieux-Chauvet », ouvrage publié sous la direction d'Émilie Prophète. Ensuite, « Des mots et des rues », édition Lègue en 2014. Et puis finalement, du domaine de la tolérance. Il a aussi contribué à des revues telles que Docries, revue publiée par l'association Vague littéraire, et la revue Le Courage, publiée par les éditions Grasset. Evans Reich, c'est pour moi un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans les studios sur le plateau de l'émission Université et Développement. Bienvenue. Merci Francisco pour cette présentation et je salue les auditeurs téléspectateurs de l'émission de l'Université publique de la Grande-Anse. C'est un honneur d'être reçu au studio de l'émission aujourd'hui. Donc, en 2024, Evans Reich a fait paraître son dernier livre en date, si je peux le dire ainsi, qui s'intitule Grande Rita et les rois, dont le sous-titre est Le vaudou expliqué aux enfants et à leurs parents. Cet ouvrage a été écrit en collaboration avec l'écrivain, la romancière, une romancière haïtienne que j'aime beaucoup, et qui est immense. Et le livre a été publié aux éditions Gouttelettes. Donc pour commencer, j'aimerais demander, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais demander à notre invité, un ami, un collègue, Evans Reich, d'où vient le projet de ce livre? Bon, c'est un ouvrage, c'est une idée de Ketli Mars, parce que à l'époque, j'étais le secrétaire général du Centre Pen Haïti, et Ketli était la présidente du Centre Pen, et Ketli avait, elle est vaudouisante elle-même, elle avait ce projet pas de défendre vraiment le vaudou, mais de surtout faire un ouvrage comme l'a fait des auteurs pour l'islam, pour les autres religions du monde. Et elle avait voulu présenter le vaudou aux enfants haïtiens parce qu'elle pense que c'est un problème de dialogue national. Le vaudou a subi beaucoup de persécutions dans l'histoire d'Haïti. Il y a eu plusieurs campagnes rejetées qui a même poussé
notre écrivain là, Jacques Roumet a écrit des textes pour voilà, des textes pour vraiment défendre le vaudou. Mais là, c'était plutôt des textes et des essais. C'est des textes scientifiques ou bien des pamphlets pour répondre à ceux qui dénigraient le vaudou. Mais là, nous, on a voulu faire un texte plus sensible, on a fait un roman en fait, qui n'est pas vraiment un roman parce que c'est en même temps aussi c'est un récit, mais c'est aussi un texte didactique parce que au cours du texte, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de réponses aussi qu'on essaie d'apporter aux enfants et à leurs parents. On pense que ce texte a une importance cruciale pour la société haïtienne, parce que le vaudou, qui est quand même un fonds culturel visité par tous les artistes, par toutes les couches sociales, tout le monde est concerné par le vaudou, qu'on le veuille ou non, et ça nous touche déjà dans nos superstitions, déjà dans notre culture, déjà dans nos proverbes, la langue dont on parle, la gastronomie haïtienne. Le vaudou est un peu présent partout, surtout ces jours-ci où il y a une sorte de réveil, si je pourrais dire, national. Les jeunes surtout s'approprient le vaudou et les vêtements qu'on porte. Il y a une mise en valeur de toute cette culture que nous avons en fond de la société haïtienne. Et là, on a voulu faire un texte pour présenter le vaudou aux enfants et à leurs parents, et en même temps lancer aussi ce dialogue national qui est indispensable pour la fondation de cette nation que nous sommes en train de forger depuis 1804. Merci, c'est une très belle présentation. Donc, avant de commencer l'entretien à proprement parler, j'aimerais présenter le livre, présenter un petit résumé du livre. Comme Evans Fresh vient de le dire, le texte Grande Rita et les rois, le vaudou expliqué aux enfants et à leurs parents, c'est un récit et à caractère très didactique. Le fond du récit, c'est l'histoire d'une jeune fille haïtienne, une adolescente qui a 12 ans au moment du récit. Elle est emmenée en vacances par son père et dans une section communale de Corail qui s'appelle Fondicac. Et c'est dans cet espace-là qu'elle va rencontrer à travers sa grand-mère et le vaudou. Il y a au début le personnage de Leila Petrouchka, qui est surnommée par sa grand-mère Lala, puisque le nom Leila Petrouchka est trop difficile à prononcer, donc sa grand-mère décide de l'appeler tout bonnement Lala. Au début, Lala est très réticente. Quand elle voit sa grand-mère qui parle dans son sommeil, quand elle voit sa grand-mère qui verse de l'eau le matin sur le seuil de sa porte et verse du café par terre. Donc, Lala est très réticente. Mais il y a... Et à la longue, une nuit, elle a fait un cauchemar. Elle a vu comme si... Elle a vu qu'il y a un personnage à qui on l'a présenté la veille. Et son père lui a dit que c'est le chef des Champoils, qu'il faut le saluer. Apparemment, le visage de ce personnage-là n'était pas trop sympathique. La petite Lala ne voulait pas l'embrasser. Puis son père l'a contrainte de le faire. Et puis, le soir venu, dans son sommeil, Lala voit que c'est cet homme qui est venu la chercher. Et puis, cette même nuit, il y avait une cérémonie vaudou organisée dans les environs. Et puis, les bruits, tout cela a contribué à produire, si vous voulez, ce rêve dans l'esprit de Lala. Et prise de peur, Lala se lève, elle va auprès de sa grand-mère, elle explique ce qu'elle a. Et puis, c'est comme ça que sa grand-mère se met à lui parler du vaudou, des sociétés secrètes, etc. Et à la fin du texte, Lala, qui au départ était très réticente vis-à-vis du vaudou, elle va devenir vaudouisante elle-même. C'est pourquoi moi, je dis que le texte n'a pas seulement un caractère didactique, et elle a aussi, si on considère la fin, puisque à la fin du livre,
et dans l'épilogue, Lala est devenue elle-même vaudouisante. C'est-à-dire quand son père est revenu la chercher pour l'emmener à Port-au-Prince, bien Lala verse les 3 gouttes rituelles, fait et tout ce que sa grand-mère faisait, ce qu'elle détestait au départ. Donc pour moi, le texte n'a pas seulement un caractère didactique, ça aussi, disons, et caractère initiatique. doctrinal, moi je dirais doctrinal. Mais ce n'est pas sous le forme de l'essai, c'est ce qu'il y a d'avantageux avec la littérature, avec la fiction. On n'est pas en train d'imposer de manière péremptoire un discours, un point de vue, et ça se fait de manière très souple. Et dans le cas de Lala, c'est en vivant justement sur cette habitation, sur sa habitation avec sa grand-mère qu'elle va devenir vaudouisante. Donc voilà, le décor est planté. Maintenant, je vais passer à l'entretien proprement dit. Donc, chers invités, Evans, vous dites à travers le personnage de Grande Rita, c'est comme ça que s'appelle la tante du personnage de Lala, Grande Rita, la grand-mère, je m'excuse, la grand-mère du personnage de Lala, qu'un Ougan ou une Mambo est une personne qui a appris les rythmes du vaudou et la science des lois. Bon, moi, quand j'ai lu ça, sincèrement, j'ai eu des frissons. Pourquoi? C'est parce que, quand on dit science, moi, je suis d'accord avec le terme de connaissance, mais pas avec le terme de science. Et pourquoi? Parce qu'en général, on dit que la science, c'est une connaissance qui est démonstrative. Et je me demande pour ceux qui connaissent plus ou moins le vaudou, et pour ceux qui ont l'habitude de fréquenter les milieux vaudouisants, de fréquenter des vaudous, est-ce que le terme de science ici convient? Qu'est-ce que vous entendez en fait ici par science du vaudou, Evans? Merci pour la question. C'est vrai que on pourrait parler de connaissance, mais pour moi c'est une science parce que tu as les mêmes résultats à chaque fois que tu fais le même rituel. Tu as les mêmes résultats à chaque fois que tu fais le même rituel. Dans le vaudou, ce n'est pas une religion basée sur la foi. Ce n'est pas la foi. Donc, ce n'est pas comme font les chrétiens, tu pries Jésus, tu es malade, et puis miraculeusement, comme ça, parce que tu as prié, tu vas être guéri. Ok? Chaque loi dans le vaudou est détenteur de connaissances qui appartiennent à un domaine particulier. Par exemple, quand tu prends Zaka, c'est le loi de l'agriculture, des récoltes. Quand tu prends Ogou Ferraille, par exemple, c'est le loi de la guerre, de tout ce qui est stratégie, guerre, bataille et tout. Quand tu prends Agoué, par exemple, c'est celui qui dirige, alors c'est le loi de la mer, vous voyez tout ce qui est navigation maritime, protection des marins, tout ça. Donc c'est un domaine que le loi maîtrise. Le loi connaît toutes les règles, si je pourrais dire, de ce domaine-là. Donc c'est une science. Parce que le vaudouisant, il n'est pas tout à fait imbu de tout le contenu du savoir du roi, mais au fur et à mesure qu'il apprend, parce qu'on ne devient pas Ougan, même c'est pas parce qu'on a cette connaissance, ce que vous appelez possession, c'est pas parce qu'on a possédé pour le roi qu'on est automatiquement Ougan ou bien Mambo. Il y a des rituels, il y a une série d'initiations par lesquelles il faut passer pour avoir droiticité en tant que Mambo ou bien en tant que Ougan. Donc, il y a une façon de devenir Ougan que j'aime bien et qui est très mystérieuse. Vous pouvez avoir votre frère ou bien un copain ou bien un voisin qui va, par exemple, disons, à la mer et puis qui disparaît. Il disparaît pendant 1 an, pendant 3 mois, personne ne le voit. Parfois même on pense soit qu'il s'est noyé et puis on fait un enterrement symbolique. Et puis, après un certain temps, la personne réapparaît. Et quand la personne réapparaît,
elle réapparaît avec des instruments, par exemple son asson, son jakout et plein d'autres instruments qu'il va utiliser dans les rituels pour venir maintenant accomplir la mission qu'on lui a confiée. Et cette personne est détenteur de connaissances sur les feuilles, sur les éléments naturels, sur les lois de la nature, quoi. Parce que la mission, en fait, de la Mambo et du Ogun, c'est d'assurer l'équilibre sur la Terre. L'équilibre entre les éléments, on va en parler tout à l'heure, l'équilibre entre les voisins, entre les humains, tout ça, entre les humains et les arbres, par exemple, entre les animaux et nous. Donc, il doit connaître certaines choses et pour moi, c'est de la science. Ce n'est pas seulement une connaissance. Parce que pourquoi c'est scientifique? Parce que tu peux vérifier. Tu peux vérifier. Tu demandes à la docteur, par exemple, tu es malade. Disons que tu as la fièvre. Tu viens voir le Ogun. Eh bien, il te consulte. Il fait comme le médecin, en fait. Il te consulte. Et puis, il te prescrit telle feuille, telle quantité, à telle période, il faut le boire, etc. Donc, si tu ne fais pas, si tu ne suis pas les conseils comme il les a donnés, de toute façon, ça peut ne pas marcher. Parce que ce n'est pas une question de foi, c'est une question de pratique. Tu pratiques, il faut pratiquer et ce qu'on te prescrit à la lettre pour avoir les résultats. Donc pour moi, c'est pas juste une connaissance. Par exemple, tu connais les feuilles, tu fais bouillir. Parfois, il y a le nombre de feuilles qu'il faut mettre. Il y a le dosage, la durée de la prescription. Tu prends ça 3 fois par jour, ou bien tu prends à jeun, ou bien... C'est vraiment très bien contrôlé pour moi. Et je pense que c'est une science. Et le Mambo, alors le Ogun ou la Mambo est détentrice plus ou moins d'une partie de cette science-là. Bon, moi, le problème que j'ai avec le terme de science appliqué dans ce domaine, c'est le fait que, par exemple, si on prend une science quelconque, mathématique, n'importe quelle personne, soit sa nationalité, peut décider d'entrer à l'université pour étudier une science comme les mathématiques ou la physique, oui, à condition que la personne ait les aptitudes naturelles nécessaires. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est... C'est un domaine de connaissance, comme on dit, science qui est ouvert à tout le monde. La seule chose que l'on demande à quelqu'un qui veut apprendre une science, c'est d'avoir les aptitudes nécessaires. Dans le cas de la science vodouïque, si vous me permettez cette expression, j'estime que cela n'est pas possible. Pourquoi? C'est pas possible parce que, et d'abord, dans le livre, vous avez parlé de 2 formes d'initiation. Et celle que vous préférez, je suppose, est celle dont vous venez de parler, à savoir quand, par exemple, une personne est transportée par les lois dans le monde invisible, par exemple sous l'eau, etc. Soit dit en passant, dans le texte, le personnage de Lala s'est ri à ce moment-là quand sa grand-mère lui a parlé. Et moi, j'ai emboîté le pas avec elle, sincèrement, je le dis. J'ai emboîté le pas avec elle. C'est-à-dire que d'abord, le Ougan ou la Mambo, elle est choisie par les lois. Oui. Ok? Parce que, assurément, je dis assurément parce que c'est pas sûr, pour moi, cette personne a les aptitudes qu'il faut. Cette personne qui va devenir Mambo ou Ougan a les aptitudes qu'il faut. Quand vous dites aptitude, par exemple, vous avez dit tout à l'heure, pour apprendre une science, il faut avoir des aptitudes. Oui. Donc, pour devenir Mambo ou bien Ogun, il faut aussi des aptitudes. Telles que, par exemple. Ah, ça je sais. non, mais écoute, voilà pourquoi tout le monde n'est pas Ogun, tout le monde n'est pas Mambo. Et vous pouvez avoir suivi le rituel de l'initiation. Ok, vous avez votre asson. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes un Ogun. Maintenant, avant de venir à Port-au-Prince, et je vais envoyer l'émission à, comment il s'appelle encore? C'est un ami à moi qui est secrétaire général
à l'école normale supérieure, qui est philosophe de formation comme moi, qui est Ougan. Eh bien, je discutais avec lui de cette question et il m'a dit que, en fait, pour être Ougan, il ne suffit pas d'avoir été choisi par les lois et avoir reçu des connaissances dans votre sommeil, etc. Il faut avoir suivi une initiation dans un lakou. Par exemple, lui, il est à Sogoué et il est empereur. Son nom va me venir à l'esprit au cours de l'émission. Il est à Sogoué, bien, dans son lakou, il est empereur, il donne la leçon à des vaudouisants. Bon. C'est un système assez hiérarchisé. Okay? Vous avez de celui qui est là pour les services, par exemple, les ouvriers. Voilà, Bildatson Cadelus. Okay. Il y a ceux qui sont là pour servir, par exemple, pour apporter l'eau, pour. Il y a plein de. Ce que précisément s'appelle le corps sacerdotal. Le corps sacerdotal, hiérarchisé. C'est comme à l'église, vous avez les enfants de cœur, vous avez ceux qui nettoient la salle. Tout ça aussi, toutes ces personnes-là sont dans le lakou et font partie du rituel. Quoi. Donc vous avez aussi les prêtres. Ok? Vous avez. Bon, il y a même. Et là, on va même jusqu'au ATI national. Mais maintenant, on a un président. En tout cas, c'est vraiment hiérarchisé. Donc, on peut avoir reçu la leçon, mais on ne joue pas la même fonction dans le temple ou bien dans le lakou. Et on peut avoir les mêmes connaissances, mais on n'a pas les mêmes fonctions à l'intérieur du lakou. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire, mais c'est que normalement, pour celui qui a suivi l'initiation, d'abord Kanzo et puis Asogwe, là je parle de l'initiation traditionnelle, eh bien, après avoir reçu la leçon, la personne est Ougan ou Mambo. Donc, je me souviens, en 2017, j'ai fait un voyage au Gonaïve dans le cadre des recherches sur le vaudou. J'ai rencontré une dame qui m'a parlé justement de ces deux types d'initiation, ce qu'on appelle, et elle préfère bien entendu ce qu'on appelle l'initiation onirique, c'est-à-dire c'est pendant votre sommeil que l'initiation a été faite. Et elle dit qu'en général, les vrais Ougans, les vrais Mambo, ce sont les personnes qui ont suivi ce type d'initiation. Et c'est cette même position que Jacques-Stéphane Alexis adopte dans son livre Les Arts musiciens et développe à travers le personnage de Boisdom Les Tiro. Donc maintenant, dès qu'on a suivi si vous voulez, le cycle d'études, on est reçu au Ougan ou Mambo. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui va faire la différence entre les Mambo et les Ougans? Parce qu'on dit toujours, Ougan ça pas bon, Mambo ça pas bon. Comment? Voilà, ça veut dire par exemple, quand quelqu'un a appris une science, mais la personne a un certificat qui dit que telle personne a telle compétence dans le domaine en question, soit niveau licence, soit niveau master ou bien niveau doctorat, qui a le dernier grade académique. Maintenant, dans le vaudou, comment faire la différence entre un bon Ougan ou un mauvais, une bonne Mambo, une mauvaise? Je vais tenter de donner une réponse. Disons que moi je suis dentiste. Oui. Je suis dentiste. Ma promotion, on était 18 à la fin de la formation. Mais nous n'avons pas. Les patients vont choisir. Les patients vont choisir. Vous pouvez venir chez moi, vous aimez ce que je fais, comment je le fais, vous êtes satisfait, et vous allez raconter que je suis un bon dentiste. Ok? Tout comme vous pouvez aller chez votre collègue, et puis parce que vous n'êtes pas satisfait, vous dites que c'est un mauvais dentiste. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. C'est à partir des services que vous avez reçus. Si vous êtes satisfait, alors vous dites que c'est un bon médecin, un bon dentiste. Si vous n'êtes pas satisfait, c'est la même chose. Ça ne retire pas la licence de la personne. Okay? C'est vraiment la pratique, comment le médecin ou bien l'ingénieur fournit ses services. Moi, je pense que cette catégorisation se fait à partir des clients
ou bien des personnes qui vont consulter les mambo et les oukla. Par contre, il y a des associations de vaudouisants qui vont vous dire, par exemple, ou bien des personnes qui ont une sensibilité. Parce que le vaudou, tout à l'heure on essayait d'en parler, c'est la question de l'équilibre et de l'harmonie entre les éléments. Mais chaque fois, je crois que je l'ai dit dans le livre, quand Leïla a posé la question sur le bien et le mal. C'est quoi le bien et le mal? Et bien, chaque fois que vous faites quelque chose qui va dans l'harmonisation des éléments, qui va dans cet équilibre au niveau de la nature, vous faites du bien. Et chaque fois que vous dérangez l'équilibre, vous faites du mal. C'est un peu ça la notion du bien et du mal dans le vaudou. C'est comme dans la société, par exemple, si vous avez un différend avec quelqu'un, vous arrivez au tribunal, ok, on va juger, ok, les deux personnes, et disons que l'un est condamné. Dans les pays où il y a la peine de mort, par exemple, ok, on dit que par rapport à la peine, ok, on va vous punir et la punition c'est la mort. Mais tout le monde, peut-être, vous savez que tuer c'est mal. Mais dans ce cas-là, ok, c'est vraiment une peine par rapport c'est vraiment une récompense, si je pourrais dire, même si c'est négatif, par rapport à la peine que vous avez causée par rapport, je n'ai pas les termes du droit, mais c'est vraiment, c'est pas perçu comme étant un mal, c'est une punition. Et bien voilà, donc c'est pour rétablir l'équilibre. Vous avez fait quelque chose qui dans la balance pèse tellement lourd que vous devez vous s'arrêter. Donc la notion du bien et du mal est assez ambiguë. Toi qui êtes philosophe, vous savez bien ce que cela veut dire. Mais dans le vaudou, c'est la question de l'équilibre dans la nature, l'équilibre entre les éléments, dans la vie, tout ça. Voilà, c'est pourquoi moi parce que quand vous me parlez équilibre, balance, en fait, quand vous me dites balance, équilibre dans la vie, là, franchement, je suis perdu. Parce que c'est pourquoi moi j'ai beaucoup de peine à accepter l'utilisation du terme de science. Parce que quand on est dans la science, on est dans le domaine du bon sens, dans le domaine de la raison, de la démonstration. Or, dès qu'on entre dans l'univers du vaudou, on n'a pas besoin d'être vaudouisant pour le savoir, il suffit de s'entretenir avec un vaudouisant, de lire un livre du vaudou pour voir que maintenant, là, on est dans un autre domaine qui est hors de ce qu'on appelle la raison. Par exemple, le personnage de Lala, quand sa grand-mère lui a dit que certaines personnes sont transportées et par les lois dans le monde invisible, elle se met à rire. Parce que nous autres, nous ne vivons pas dans un monde invisible, nous vivons dans un monde matériel avec des objets que l'on peut toucher, etc. Bien entendu, ce monde physique-là est régi par des lois, mais quand vous dites et le monde invisible, etc., à la balance, là, si vous voulez, la personne qui n'est pas initiée, c'est pourquoi, vous voyez, la personne qu'on dit, le profane, voilà, le profane, ce n'est pas une question de perception, il ne comprend rien de ce que vous dites. C'est pourquoi, moi, j'ai déjà fréquenté des vaudouisants, je vois qu'ils ont une connaissance que moi qui ne suis pas vaudouisant, que je n'ai pas, mais utiliser le terme de science. Et qu'est-ce que la science en fait? Peut-être que c'est ça la question. C'est là la question. À savoir, qu'est-ce que la science? Qu'est-ce qui est scientifique? Pourquoi on dit que tel domaine est scientifique et tel autre domaine ne l'est pas? Ah mais moi je crois que vous qui êtes médecin, de formation dentiste, vous savez ça pertinemment ce que c'est que la science, le savoir scientifique. C'est-à-dire que c'est, moi par exemple, qui ne suis pas médecin de formation, si vous m'apportez un livre de médecine, eh bien avec du temps, je vais comprendre ce que vous dites. Avec du temps, je vais lire, discuter avec vous. Je n'ai pas besoin, si vous voulez, je vais me servir de ma raison, la raison qui est commune entre vous et moi pour le comprendre. Mais quand on parle du monde invisible, là, j'ai l'impression qu'on fait appel à un autre être, une autre partie qui aurait en moi. Voilà, c'est pourquoi moi je dis que utiliser le terme de science dans ce cas, le terme de science, je le trouve incongru. Bon,
Dans le récit, n'oubliez pas que c'est un texte de fiction. Oui. On est dans la fiction et le texte est assez politique, si vous allez dire. Là, c'est une métaphore, quelque part. C'est une métaphore c'est la science des dieux. C'est un peu ça, la coïncidence sur la science des dieux. Ok? Donc, c'est un peu ça, mais quand même, je garde quand même ma position personnelle, parce que, ayant fait des recherches un peu en écrivant le texte, parce qu'avant, je ne savais rien du vaudou. Avant de commencer à écrire le texte, je ne savais rien du vaudou. Je suis méthodiste, chrétien et tout, et je suis encore méthodiste, par contre. Et puis, je découvre, au fur et à mesure, que la connaissance que possède le loi peut s'apparenter à un domaine scientifique. Déjà, c'est très catégorisé. Par exemple, si vous êtes en train de vous entretenir avec Erzuli, c'est le domaine de l'amour, de la fête, du couple, de la famille. Donc, si vous avez un problème, disons une maladie, il va vous dire, je vais vous envoyer quelqu'un d'autre qui lui est spécialiste du domaine. Un autre loi. Oui. Ouais, elle va vous dire ça. Donc elle va vous dire, bon, je ne peux rien pour vous, je vous envoie, disons, Bossou. Bossou, qui lui est un médecin, okay, qui connaît les rituels, qui peut gérer la maladie et tout. Bossou va te donner des prescriptions comme un médecin par rapport au cas que vous avez après avoir fait la consultation. Pour moi, c'est de ça dont je parle. Peut-être que vous allez laisser une connaissance. Bon, là aussi, il n'y a pas de souci. Mais c'est tellement... Et j'ai vu faire tellement de choses de manière organisée. Vous voyez? Donc, il y a une analyse, il y a des prescriptions, il y a tout un rituel qu'il faut observer au millimètre près pour avoir les résultats. Pour moi, ça correspond à une démarche scientifique. Maintenant, on est d'accord que quand on est dans le domaine du métaphysique, dans le domaine du monde invisible, on n'est pas dans la réalité, dans notre réalité comme nous la connaissons. Là, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas une science du réel. Okay? Mais la démarche qu'il y a pour traiter les gens, pour aider les gens, pour moi, elle est scientifique. Et le truc, c'est que tu peux faire la même chose, ok, et tu vas avoir les mêmes résultats si on est dans la même situation. Une recette. Ouais, voilà, c'est une recette qui marche. Oui. Donc, et ce n'est pas la foi qui fait marcher. Oui, ça c'est particulier. Donc maintenant, on va aborder une question qui interpelle tous les gens qui entendent parler du vaudou, ce que Priceman s'appelle, ici par la langue, l'inquiétante question de la question de la sorcellerie. Donc, et dans le livre, vous en avez parlé. Et hier, dans le cadre de l'intervention que j'ai faite au jeudi de Luga, j'ai parlé de cette question, comment Priceman l'aborde et comment vous l'abordez. Donc, dans le cadre de Priceman, comme je l'ai dit à une personne qui m'a posé la question, Priceman a écarté la question, l'objection de sorcellerie, parce que pour lui, en fait, les lois n'existent pas vraiment, la magie n'est pas efficiente. Donc, le vaudou est une religion, c'est parce qu'il y a une communauté d'Haïtiens qui croient dans ces choses-là, qui les observent, qui font des rituels. Donc, pour lui, c'est comme ça qu'une religion existe. Et puisque les lois n'existent pas effectivement, donc on ne peut pas faire une expédition contre quelqu'un, la magie n'est pas efficiente, lui, il a pu écarter cette objection. Mais dans le cas de votre livre, l'objection tient puisque, en définissant le terme de Bokor, vous dites que le nom de Bokor dans certains villages, le nom Bokor est donné seulement à des prêtres vaudous qui pratiquent la sorcellerie, c'est-à-dire des Ougans qui utilisent leur pouvoir pour nuire aux autres personnes. Or,
plus bas, vous dites que le Ougan ou la Mambo sont choisis par les lois qui leur apprennent à protéger la vie. C'est-à-dire, le Ougan ou la Mambo, ils sont choisis pour protéger la vie. Or, voilà que un Ougan ou une Mambo peut utiliser cette connaissance-là pour nuire aux autres personnes. Comment vous comprenez cette chose dans le vaudou? Moi, je pense que c'est pas typique au vaudou. C'est humain. C'est humain. Par exemple, je peux, avec ma formation de médecin, je peux donner un poison à quelqu'un, je peux donner une dose fatale de médicament, ok? Je peux aussi sauver sa vie. Donc la connaissance m'appartient et à partir de ma conscience, j'en fais ce que je veux. Donc c'est le même cas de figure pour le Ougan ou la Mambo. Vous avez reçu la connaissance, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Maintenant, il y a des Ougans qui restent dans la ligne de la mission du vaudou, c'est-à-dire aider, traiter les gens, les accompagner durant toute leur vie, tout ça. Mais il y en a d'autres qui n'ont aucun scrupule à satisfaire les besoins les plus, je pourrais dire entre guillemets, basses de la personne humaine. Donc c'est pas le loi qui l'autorise, c'est la personne qui détient le pouvoir, ok, qui peut l'utiliser comme bon lui semble. Donc si je reviens à la comparaison que vous faites par exemple à la médecine, et dire que vous êtes médecin, pas parce que vous avez tout simplement des connaissances, c'est parce que il y a une institution qui certifie que vous avez étudié cette discipline-là. La même chose pour le Ougan. Non. Mais justement, il a reçu son leçon. Vous avez bien dit qu'il y a plusieurs processus d'initiation. Et à la fin, vous êtes devenu Ougan. Eh bien, c'est une forme d'initiation. C'est une forme d'initiation, par exemple, dans le cas où la personne est transportée dans le monde invisible, on chante son enterrement, puisqu'on ne le voit pas, on chante, on fait ses funérailles, et après quelque temps, la personne est revenue, etc. Dans ce cas, la personne n'a, si vous voulez, n'a aucun certificat. Voilà. La personne n'est pas certifiée. Donné par l'homme. Donné par l'homme. Voilà. C'est-à-dire que, et donc, vous avez dit que, par exemple, en tant que médecin, dentiste, vous pouvez, par exemple, donner une dose fatale. Dans ce cas, c'est votre science qui est fautive. C'est pas votre conscience nécessairement. C'est pas ma science qui est fautive. La science... disons, votre connaissance, c'est pas une faute de conscience, si vous voulez. Non, mais je peux délibérément le faire. Oui, c'est ça. Eh bien, dans ce cas, justement, dans des pays où la médecine est bien structurée, si un médecin fait une chose de ce genre, on peut lui enlever sa licence. Oui, on peut lui enlever sa licence comme étant une mauvaise pratique. Maintenant, dans le vaudou, puisque ce sont les lois qui donnent ce pouvoir-là, ah, la personne sera punie. Vous en êtes sûr? Oui. Vous en êtes sûr? Parce que, écoutez, on est quand même dans un domaine qui n'est pas le domaine qui n'est pas réel, quoi. Si je peux dire. Qui n'est pas dans notre réalité. Il y a des lois, il y a des principes. Donc, si vous faites ça, vous allez avoir ça comme récompense. Okay? Et la personne le sait. La personne qui choisit délibérément d'utiliser la science ou de la connaissance qu'elle a pour faire du tort, okay, à une autre personne, elle sait qu'elle sera punie. Et ça me fait penser à ce que une servante de la Koussoukri, division Congo, m'a dit lors de mes investigations au Gonaï. Elle m'a parlé d'une forme de sanction dans le vaudou, en vigueur dans le vaudou, qui s'appelle le 7. Le 7. Ouais. Justement, à la cour souvenance, j'ai vu ça. Et elle m'a dit que quand
un serviteur, on n'a pas besoin d'être ougan. Quand un serviteur ou une servante se comporte mal, c'est-à-dire enfreint les prescriptions d'un ou des lois, bien les lois ou bien le loi en question peut décider de punir le serviteur ou la servante. Et donc quand j'ai vu ça, en fait, et je me suis dit, s'il y a une morale dans le vaudou pour les pratiquants, disons pour les personnes qui font partie de ce que précisément s'appelle le corps sacerdotal hiérarchisé, ça doit être le sceptre. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a le sceptre, la soufflance, mais il y a plein d'autres déboires que peut avoir la personne dans sa vie. Il y a... La personne peut perdre ses pouvoirs à un moment. Si elle enfreint tout le temps les règles, à un moment, elle peut ne pas pouvoir faire grand-chose. Vous dites, Père, c'est pauvre. Ah, oui. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est pour cette raison que, par exemple, les Gonaïviens, ils pensent surtout que la vraie initiation, ce n'est pas l'initiation que l'on suit dans un lagou, parce que là, on a les connaissances, c'est pas tant le pouvoir. Et alors pour eux, la vraie initiation, c'est l'initiation qui est faite par les endormis. Voilà. Et par exemple, il y a Mimose Beaubrun qui a écrit un livre là-dessus. Et le titre exact, c'est Endormi. C'est-à-dire, vous voyez, là-bas, j'ai appris que son mari, Lolo, est un franc et c'est un serviteur de la cour-souvenance. Donc, on dit que c'est pourquoi il y a cette tradition selon laquelle la vraie initiation, c'est l'initiation qui est faite par les lois eux-mêmes et particulièrement l'initiation onirique. Donc, la question des pouvoirs que disposerait le Ougan ou la Mambo, je crois que ça devrait venir à partir de là. En général, c'est les lois. Là, on laisse le livre un peu. C'est les lois qui choisissent ceux qui vont diriger les lagons. Okay? Oui. Il n'y a pas d'élection, ce n'est pas la communauté qui choisit. Mais c'est le loi qui choisit. Okay? Qui sera, par exemple, après le décès, depuis celui qui dirigeait la co-soufflance, c'est vraiment les lois qui vont dire voilà, c'est ça, lui, lui, dans tous les même dans les que j'ai visité. Mais tous les trois que j'ai visités là-bas, on dit toujours que ce sont les lois qui choisissent. Et par exemple, c'était le cas aussi, par exemple, avec l'anthropologue Rachel Beauvoir-Dominique. Et elle a été choisie par les lois pendant qu'elle faisait ses études à l'étranger. Donc elle n'était pas du tout impliquée à ce qu'on m'a rapporté et dans les pratiques vaudouisantes de son père. Et les lois, d'un coup, l'ont choisie pour devenir prêtresse. Maintenant, sur quoi se base ce choix à nous autres pauvres humains? Nous ne pouvons pas énumérer les critères. Donc voilà, c'est... Maintenant, dans ce cas, c'est comment peut-on être sûr que le Ougan ou la Mambo, qui sont choisis par les lois pour protéger la vie, ne versent-ils pas dans la sorcellerie? Ben ça, je pense que... Comment peut-on être sûr de ça? On ne peut pas être sûr de ça. Voilà. Ça, je pense que... Parce qu'on est des humains. Il y a une tradition qui dit servir avec les deux mains. Oui. Servir avec deux mains. Oui. Comment peut-on être sûr que le Ougan ne va pas servir de ces deux mains? Ça, on ne peut pas être sûr. Pourquoi? Parce que, de toute façon, c'est la question du libre arbitre est très présente aussi dans le vaudou. On ne peut pas te forcer à accepter la mission qu'on va te donner. C'est à toi de l'accepter. Eh bien, moi j'ai ouï dire, je dois dire comme ça, j'ai ouï dire qu'il y a, oui c'est le cas, dans le livre Mola, il y a un personnage qui a été choisi. Oui, c'est vrai, dans Mimola tu as deux personnages. Il y a Mimola qui a décidé, qui a accepté, elle est devenue prêtresse. Et l'autre
qui est devenu fou. Mais on ne l'a pas forcé. Hein? On ne l'a pas forcé. Non, mais justement, c'est que. Justement, On aurait pu le forcer à accepter. Non, mais justement, et moi, sincèrement, quand j'ai lu ce passage dans Mimola, en fait, j'ai pleuré. Sincèrement. Je me suis dit, mais qu'a-t-il fait de mal? Ben, les lois l'ont choisi et lui, il n'a pas accepté. Et puis, comme conséquence, il est devenu fou. Et ça, là, c'est pas une invention d'Antoine Innocent, c'est quelque chose qui est connu par tous les vaudouisants, par tous les gens qui fréquentent les milieux vaudouisants. Ils savent que si un loi choisit une personne pour le servir, si la personne refuse, la personne peut subir les conséquences, les punitions. Voilà, il y a des rituels aussi pour refuser. Ah oui, vous avez été appelé à jouer tel ou tel rôle, vous ne voulez pas le faire. Maintenant, il faut faire un rituel, okay, pour dire que, moi, je ne veux pas faire ça, je n'accepte pas ça, voilà où je veux aller. Il y a un rituel pour ça. Donc, c'est comme si vous avez vos parents qui vous disent, moi, mes parents, par exemple, ils m'ont demandé à étudier la médecine, ils voulaient que je sois médecin, tout ça. J'ai accepté. J'ai fait la médecine, mais moi-même, pour mon projet de vie, c'était pas, j'avais pas la médecine en tête. Ok? Donc, je l'ai fait. Ça ne fait pas de moi un mauvais médecin, par contre, mais à un moment, je me suis détaché de la dentisterie. Et là, je fais autre chose, ce qui me plaisait vraiment. Vous pouvez toujours faire ça, mais vous pouvez aussi refuser. Moi, je n'avais pas le courage de dire à mes parents, je n'irai pas à la faculté de médecine, je n'irai pas à la faculté d'odontologie. Mais il y a des enfants qui le font. Ouais. Et il y a une façon de le faire. Ouais, c'était le cas de moi, par exemple. Voilà. Ma mère voulait que je fasse des études de médecine, je lui ai dit, pas de question. Oui, mais il y a une façon quand même de le faire. Il ne faut pas dérespecter, il ne faut pas manquer d'égard. Il ne faut pas manquer d'égard, voilà. Donc, si vous refusez la mission auquel que l'on vous confie, il y a une façon de le faire. Il y a une façon de le dire et on va vous comprendre. Les lois vont vous comprendre et vous allez. Et ce qui est quand même plus, ils vont vous accompagner dans la mission que vous vous êtes donnée. Et vous insistez beaucoup sur ce terme et de mission dans le livre. Vous dites que le Ougan ou la Mambo, ce qu'il fait, ce n'est pas un métier, c'est une fonction. Et vous définissez cette fonction comme étant une mission et conférée par les esprits à la personne en question de protéger la vie, de faire du bien autour de lui, à autrui, autour de lui. Et là, toute personne qui n'est pas vaudouisante éprouvera, si vous voulez, un malaise, une sorte de perplexité par rapport à ça. Par exemple, moi, tous les Ougans que je connais, toutes les Mambo, elles vivent de ça. Oui, c'est de ça que tous les Ougans que je connais, ils vivent de leur, moi je dis leur métier, de leur profession, disons, je dis leur profession de Ougan. C'est de ça qu'ils vivent, tous ceux que je connais. Dès que, en fait, dans la sagesse vaudou, le même terme, je crois que cette phrase se trouve aussi dans la Bible, l'ouvrier qui travaille mérite son salaire. C'est-à-dire, dans ce cas, la communauté va prendre soin de la personne. Par contre, c'est vraiment une question de, comment on doit dire ça, j'allais dire d'orientation, de motivation. Parce que derrière, l'idée qu'il y a derrière, ce n'est pas comme un business, tu fais de l'argent, tu fais de l'argent, tu fais de l'argent. C'est d'abord rendre service à la communauté. Il y a une grande différence. Bon, là, dans le Nord, c'est très clair. Il y a les lois, ce qu'on appelle les lois Guinée, les fonds Guinée, et de l'autre côté, les lois achetées. Les lois achetées. Voilà, les lois achetées. Donc, vous êtes Ougan. La plupart des Ougans qui vont acheter des lois, qui vont. C'est pour travailler. C'est pour travailler. Voilà.
Mais et pourquoi ils le font? Parce que justement les frères guinéens refusent que l'on travaille pour de l'argent. Oui, C'est ça. en échange d'une rémunération. Oui. Seulement en échange d'une rémunération. Et puis il y a le type de travail aussi. Il y a le type de travail aussi. Par exemple, si vous êtes avec une femme, la femme est partie, par exemple, vous voulez séduire une femme, et donc, je crois qu'un franc guinéen, du moins ceux que j'ai déjà rencontrés, celles que j'ai rencontrées, ne vont pas accepter de travailler, accepter de faire. Si la femme, voilà, la femme est partie, voilà, de son propre, de son plein gré, donc on ne va pas travailler pour vous de manière à ce qu'elle revienne, et vice versa. Mais il y a d'autres gants, voilà, des associés et qui achètent des lois. Il y a cette catégorie de lois qu'on appelle lois achetées, et puis qui travaillent de manière efficace. Parce que voilà, c'est ça, il y a toujours cette question. C'est pour ça que je te dis que c'est une science. Hein? Si tu fais le truc que tu dois faire, ça marche. Et donc, voilà, c'est-à-dire que on dit toujours que les lois achetées, si vous voulez, ne sont pas de bonnes lois. Ce ne sont pas de bonnes lois. Par exemple, les gens qui prennent des points et pour disparaître, des points pour ne pas recevoir des balles. On dit que ce n'est pas auprès des francs guinéens que ces gens-là prennent. Là, ça dépend. Ça dépend parce que si tu as une armée, tu vas en guerre. Ok, contre une nation. Disons, prenons la guerre de l'indépendance, par exemple. Oui, ça a été fait par les lois guerriers, comme dit Jacques Séténa. Au final, vous avez besoin que votre armée soit plus forte et mieux préparée que l'autre. Surtout si l'autre a plus d'armes et plus de guerriers que vous. Donc, l'idée de leur donner une protection contre les balles, de leur donner des possibilités de pouvoir traverser soit d'un endroit à un autre sans se déplacer, n'est pas mauvaise en soi. Oui. Mais si je vais chercher ce point-là dont tu parles, par exemple, dans le contexte actuel, voilà, avec les gangs, l'idée qu'il y a derrière, justement, c'est toujours la protection. C'est toujours la protection, mais la protection de soi, mais c'est pas l'objectif que j'ai. L'objectif que j'ai, ce n'est pas louable. Ok? C'est continuer actuellement, à... c'est l'industrie la plus florissante en Haïti, vous savez ça? C'est l'industrie la plus florissante, voilà. Sincèrement. Mais l'idée derrière, c'est vraiment faire du mal aux autres et leur soutirer de l'argent. Voilà pourquoi je vous ai dit que ça dépend de la conscience de la personne. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce que vous allez recevoir? Le loi guinéen, le franc guinéen, qu'est-ce qu'il va faire? Il va évaluer votre capacité à bien gérer ce qu'on va vous donner. C'est comme dans la Bible, on vous dit, si vous faites une demande à Dieu, disons que vous demandez une voiture ou bien vous demandez une maison. Mais il y a 5, 6, 7, 8, 10 ans, vous demandez la voiture, vous ne la recevez pas. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas la foi. Parce que Dieu s'est dit, si je lui donne une maison, si je lui donne une voiture, si je lui donne ce travail-là, il ne va plus continuer, par exemple, à venir. Je prends un exemple comme ça. Ouais, c'est ce que dit il est jaloux, hein. C'est ce que dit. Non, peut-être que vous allez perdre votre âme. La voiture va devenir une idole pour vous. Non, mais c'est ce qu'on m'a appris à l'église, moi. C'est que lorsque vous faites une demande à Dieu, vous pouvez avoir 3 réponses. Oui, vous allez avoir ça. Non, vous n'allez pas l'avoir. Ou bien attendez. Quand vous serez prêt, vous l'aurez. Donc c'est la même chose aussi dans le vaudou. Vous venez, vous faites votre demande, et puis vous pouvez ne pas avoir de réponse. Ça ne veut pas dire qu'on ne vous a pas entendu. On est en train d'évaluer. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce point-là? Quelles sont vos intentions? De quels objectifs vous allez... Pourquoi vous voulez avoir ce point-là? Parce que c'est dangereux. Je crois que c'est dans Spider-Man. Le grand-père disait, au grand pouvoir correspond de grandes responsabilités. Tout le monde parle langue. Ok?
Donc, si je vous donne ce pouvoir-là, il faut que je vois en vous les capacités de le gérer. Parce que si je vous donne ce pouvoir et que vous allez l'utiliser pour faire du tort autour de vous, ça ne vaut pas la peine. Bon, j'aurais bien aimé que l'entretien continue lentement, mais malheureusement, le réalisateur nous fait la guerre, nous fait signe. Donc, avant de terminer l'émission d'aujourd'hui, je vais poser une dernière question à notre invité, qui est la suivante, quelle peut être la mission d'un Ougan ou d'une Mambo dans le monde contemporain dominé par la course à l'excellence académique, universitaire, professionnelle, la recherche de l'innovation technologique? Quelle peut être dans ce monde-là la mission d'un Ougan ou d'une Mambo, selon vous, Wesh? C'est une belle question. J'avoue que je n'y ai pas réfléchi dans ces termes-là. Par contre, je me dis que le monde a encore besoin de lumière. Lumière, on peut prendre la définition au sens du XVIIIe siècle, déjà. Ah oui. Oui, nous avons besoin de lumière. Lumière, au sens des auteurs du XVIIIe siècle, c'est le développement des sciences. Oui. Développement des arts. Voilà, développement des sciences, d'apporter développement la des arts. lumière et C'est ce qu'on appelle les lumières dans ce et cas. de pousser les limites de la superstition. Voilà, c'est-à-dire que quand vous dites les lumières, je comprends ça, c'est développement des sciences, développement des arts, faire reculer la superstition. Or, justement, vous pensez que le vôtre est contre ça? Mais justement, cette perspective-là, considère le vaudou comme étant de la superstition. Non, attention, il y a superstition, et il y a peut-être un domaine que vous ne maîtrisez pas encore. Et là, je rejoins peut-être Onfray, Michel Onfray. Quand il est venu en Haïti, il a été visité, on a fait visiter plein d'endroits, mais il a quand même reçu la visite d'un Ougan qui lui a raconté sa vie, son avenir, plein de choses qui se sont passées dans sa vie, alors que le Ougan ne le connaissait même pas. Et Ougan, Onfray, il est athée, philosophe et tout. Et puis après, il a fait cette belle réflexion, il a dit, ce que j'ai compris, c'est que ce bonhomme a une science que nous ne maîtrisons pas encore, qui lui permet de voir tout ça. Et il est sûr, dans les années, les siècles à venir, on va arriver à ça. Parce que c'était tellement... c'est un fait. Tu ne peux pas nier le fait que ce bonhomme qui ne te connaît même pas, tu viens d'un pays où il ne connaît même pas, qu'il ne connaît même pas, et qui te raconte ta vie, c'est un fait, tu ne peux pas le nier. Donc cette personne qui arrive à te raconter ta vie beaucoup mieux que toi, c'est sûr qu'il maîtrise quelque chose que toi tu ne maîtrises pas. Ça, c'est pas de la superstition. Ah mais je vais vous dire, c'est justement, par exemple, quand les philosophes des Lumières parlaient justement des Lumières, ils entendaient le développement de la raison, de la science, des arts. Et pour eux, toutes les religions relèvent de la superstition. Donc voilà pourquoi. C'est pourquoi, quand vous dites par exemple lumière, ça veut dire qu'il faut faire attention. C'est-à-dire que, il faut faire attention, c'est-à-dire que, par exemple, en religion, toutes les religions se fondent sur cette idée que le religieux, particulièrement le serviteur, le pasteur, celui qui est choisi, eh bien, il a des lumières. Toutes les religions se font sur eux. Moi, je crois que c'est le postulat fondateur de toute religion, que celui qui est choisi, eh bien, il a des lumières qui ne sont pas à la portée des profanes. Il a une sagesse. Il a une certaine sagesse. Bon, dans ce cas précis, on parle de lumière. Alors que les philosophes des Lumières, quand ils parlaient des Lumières, développement des Lumières, c'est tout le contraire. C'est justement ce type de connaissance-là qu'ils considèrent comme étant des superstitions. Voilà, superstition. Donc, malheureusement, on ne pourra pas continuer cet excellent entretien, wesh. Le temps nous fait la guerre.
avant de partir, je profite pour dire que le livre d'Evans Wesh, Grande Rita et les lois, le vaudou expliqué aux enfants et à leurs parents, sera en vente signature jeudi prochain au jeudi de Luga. Et il y aura une causerie et une vente signature. Le prix du livre, j'arrive pas à dire le prix. 3000 gouttes. 3000 gouttes. Donc, tous les Géréniens et toutes les Géréniennes, tous les grands danselaises qui ont apprécié la performance, c'était une performance, je vous félicite, et qui ont apprécié la performance de notre invité. Donc, vous êtes conviés à venir participer jeudi prochain à l'Université publique de la Grand'Anse. Ce sera 1h, n'est-ce pas, réalisateur, à 1h, à venir participer à cette causerie et votre signature du livre Grande Rita et les lois. Avant de partir, je tiens à remercier d'abord le docteur Jean-Rony Mehdi, recteur de l'Université publique de la Grand'Anse, qui a pris l'initiative de cette émission. Remerciements et spéciaux à Flavien Janvier, notre réalisateur responsable de communication de l'Université publique de la Grand'Anse. Remerciements à Sully Mézil pour la sonorisation. Aujourd'hui, elle a été de bonne qualité, n'est-ce pas, Wesh? Oui. Et remerciements à Loud Carmel Eli, notre maquilleuse. On a été beau cet après-midi au public de on a été très beau, très beau. Donc, c'est pas nous vanter, on a été très beau, on a été excellent. Et merci à tous ceux, toutes celles qui ont suivi l'émission. À un rendez-vous prochain. À la prochaine.